bonsoir à tous. Merci d'être venus en nombre à cette réunion publique. Mais le maire vous accueillir dans la basilique, je préférerais tout de même que ça soit Pierre-Jean Duménil qui puisse le faire. Je ne vais pas lui déléguer, mais je lui laisse le soin de le faire. Merci, monsieur le maire, dont vous êtes propriétaire quand même. Donc vous êtes quand même un peu chez vous, même si nous en sommes affectataires. Et comme affectataire, comme curé, je me réjouis d'avance de ce projet qui va embellir à nouveau cette basilique et peut-être nous obliger à repenser complètement son aménagement, ce que nous ferons très vite. Merci et bienvenue à tous. Merci mon père. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui on est le 22 septembre. Le 22 septembre, c'est la Saint-Maurice. C'est la fête patronale de la cité et il me semblait plus que opportun de faire un point, plus qu'un point, c'est lancer finalement ce soir le projet de restauration de la basilique, un projet qui me tient à cœur, un projet bien sûr qui vous tient à cœur, qui était inscrit dans mon projet de mandat. Nous y tenions, nous nous y sommes préparés, sachant que la conservation, la valorisation, bien sûr, de notre patrimoine sont, et vous en conviendrez, bien sûr, essentiels, parce qu'ils participent à une culture commune. Et puis j'ai l'obsession, parce que c'est un héritage aussi qui nous a été confié, et mon obsession, c'est de pouvoir le transmettre aux générations futures dans un très bon état. Juste quelques mots d'histoire pour rappeler que la basilique Saint-Maurice est un monument emblématique de la ville d'Épinal. Emblématique parce que c'est incontestablement le bâtiment le plus ancien que nous conservons intact. Alors je m'excuse auprès des historiens présents, mais le château, c'est un monument contemporain, puisqu'il a été totalement détruit au XVIIe siècle. La basilique Saint-Maurice, c'est le témoin clé de l'histoire de notre cité, puisque âgée de plus de 1000 ans pour ses parties, en tous les cas, les plus anciennes. Alors, si l'église fondatrice de la cité a été bâtie vers 980, il s'est avéré très vite que le nombre important de pèlerins qui venaient se recueillir auprès des reliques de Saint-Goëry faisait que l'église ne permettait plus d'abriter l'ensemble de ces pèlerins. Il était donc nécessaire de reconstruire, et ça s'est fait au XIe siècle, la basilique, et agrandie au XIIIe siècle. Le chœur a été rallongé, lui, au XIVe siècle, sachant que l'église, aujourd'hui, revêt son allure définitive, avec un style intermédiaire entre roman et gothique, ce qui caractérise, bien sûr, l'église. L'église qui a été, vous le savez, classée au monument historique, c'était en 1846. Je crois d'ailleurs que c'était un des premiers bâtiments qui a été classé, puisque je crois que le centre, l'inspection des monuments historiques a été créée en 1830, donc grâce à Prosper Mérimée, puisque c'est lui qui a classé la basilique au monument classé. La basilique était à l'époque en très très mauvais état et donc a fait l'objet de grosses restaurations, de grosses transformations, et d'ailleurs l'ouverture du grand portail sur la place Saint-Goëry date de cette période. Et puis pour terminer avec cette petite page d'histoire en guise d'introduction, c'est sous le pontificat du pape Pie IX que l'église paroissiale Saint-Maurice a été élevée au rang de basilique mineure.
Et je crois qu'on peut voir d'ailleurs, j'en suis même certain, les attributs de cette élévation dans le chœur qui est juste derrière moi. Voilà, quelques rappels rapides sur l'histoire de la basilique, mais ce n'est pas l'objet de cette réunion de ce soir. Il y aura des conférences qui seront organisées pour cela. Je vous présente à ma droite Marc-Antoine Martin, qui est le directeur de la communication de la ville d'Épinal et qui ce soir va faire office d'animateur de cette réunion publique. Merci Monsieur le maire, bonsoir mesdames et messieurs. Effectivement, il me revient l'honneur d'animer cette conférence. Avec Monsieur le maire, on a pensé cette soirée non pas comme une grande conférence doctorale, mais plutôt comme un moment aussi d'échange. Alors bien sûr, on aura des informations un petit peu techniques, mais Monsieur Giordano, l'architecte en chef des monuments historiques, qui est là avec nous ce soir, m'a promis d'être le plus clair possible dans ses explications. Donc nous l'écouterons et puis nous échangerons et à la fin je pourrai vous passer le micro si vous avez des questions à poser. Alors la première question je la pose déjà à Monsieur le maire. Finalement nous avons un architecte en chef des monuments historiques, Monsieur Riccardo Giordano. Pourquoi lui? Et après je lui demanderai de se présenter. Alors pourquoi lui? Parce que quand on décide de faire une restauration d'un bâtiment comme celui-ci, ça nécessite déjà d'avoir un architecte des bâtiments, des monuments historiques, mais en plus il faut lancer un appel d'offres. Et donc nous avons lancé un appel d'offres, c'était il y a un an, fin d'année 2021. Il y a eu 3 candidatures très sérieuses et c'est le cabinet Archer qui a été retenu, cabinet représenté par Riccardo Giordano. Voilà pourquoi Riccardo est présent ce soir. À vous la parole. Alors du coup, ma question, pouvez-vous vous présenter brièvement, vous, votre cabinet d'architecte, et puis peut-être quelques exemples de chantiers de restauration sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? Oui, merci. Bon, déjà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de m'inviter ici pour contribuer à la présentation de ce très beau projet. Effectivement, comme disait Monsieur le maire, nous avons été retenus dans le cadre d'une sélection, dans le cadre du marché public. Comme ça, d'accord. Là, c'est mieux? Oui. Donc, on a été retenu dans le cadre de cet appel d'offres public et on a répondu comme il était nécessaire et demandé avec une équipe par ailleurs pluridisciplinaire, parce que quand on s'attaque à un édifice, à un défi de ce type, forcément, on a avec nous un certain nombre de compétences et d'autres se greffent au fur et à mesure des études et des investigations qui sont nécessaires. Et on peut conseiller à la ville donc de demander telle ou telle analyse à tel endroit. On verra ça tout à l'heure dans notre présentation. Donc, Riccardo Giordano, vous l'entendez peut-être par mon accent. Je suis de naissance italienne par ailleurs, mais je suis architecte en chef des monuments historiques en France par concours depuis l'année 2019. Et à ce titre chargé du département des Vosges. Donc peut-être certains d'entre vous me verront dans d'autres contextes. L'équipe que nous avons composée donc, est représentée au-delà de moi-même et de mes collaborateurs, qui sont pour la plupart architectes ou architecture du patrimoine, par un économiste qui connaît très bien le bâtiment pour avoir déjà travaillé, on va le voir tout à l'heure, sur la première étude de diagnostic qui avait été faite ici en 2008. Avec un bureau d'études spécialisé en structure ancienne, avec lequel on a fait l'analyse que vous verrez aussi tout à l'heure de l'état structurel de l'édifice. Un bureau d'études, là on l'appelle ça fluide, mais en réalité c'est de l'électricité, dans le cas spécifique, pour étudier l'état du réseau existant et puis formuler des propositions pour son amélioration. Et puis un technicien conseil qui également connaît très bien à la fois les orgues du département et celui-ci, pour avoir travaillé sur l'étude diagnostique de 2008, donc Christian Lutz qui a été chargé et qui s'occupe plus particulièrement de l'étude de l'orgue qui en a besoin, parce qu'il a subi un certain nombre de vicissitudes. Voilà. Merci. Alors je vous propose qu'on revienne sur Épinal et sur la basilique qui nous rassemble ici ce soir. D'ici là, je vais juste vous présenter peut-être une ou deux réalisations. C'était le passage un peu de là. Donc, on travaille en tant que cabinet d'architecture sur un certain nombre on a une expérience naturellement de plusieurs années. Celui-ci est un chantier que j'ai terminé il y
il y a 3 ans désormais, donc c'est à l'international. On a une activité internationale, y compris de conseil. Je suis parallèlement architecte conseil du ministère des Affaires étrangères. Et ce bâtiment-là, je l'ai réalisé, donc cette restauration, c'est la maison de Victor Hugo sur l'île de Guernesey. On a vu passer furtivement, assez rapidement tout à l'heure, la restauration d'une église dans le Val d'Oise, l'église de Bellois en France, pour laquelle on a fait l'ensemble de la restauration du clos et couvert, notamment des toitures et des couvertures. Et puis ensuite, si on avance encore, voilà, là c'est une réalisation qu'on achève ces jours-ci. Donc si vous y allez aujourd'hui, vous voyez les clôtures des chantiers ont été déposées. Là également, c'est un très très bel édifice Renaissance entre le gothique et la Renaissance dans le Val d'Oise, avec donc c'est l'église Saint-Didier à Villiers-le-Bel, dans lequel, comme ici, on a une stratification historique très intéressante qui va là pour le coup du XIIIe jusqu'à des parties 18e forcément, mais enfin une très très belle trame Renaissance du XVIe siècle. Voilà. Et je crois qu'on a fini. Ah non. Ça c'est un chantier d'ici, donc on y était encore ce matin. On travaille sur la cathédrale Saint-Dié à Saint-Dié-des-Vosges forcément, donc des travaux de restauration en ce moment des toitures du bas-côté, des bas-côtés sud et nord, qui se déroulent en ce moment et qu'on devrait terminer d'ici la fin de l'année. Et également à Saint-Dié-des-Vosges. Donc j'ai sélectionné ces chantiers parce qu'en réalité ils sont quand même en relation plus sur ces différents aspects avec ce qu'on va réaliser ici. Donc là c'est la réfection de l'électricité à Notre-Dame de Galilée avec la mise en place aussi. Donc forcément vous voyez on a mis une photo de quelques terrassements de tranchées à faire pour pouvoir intégrer ces câbles de façon à ce qu'ensuite on ne les voit plus. Et je crois qu'on a terminé avec les références. On peut effectivement revenir à Épinal. Pardon pour cette parenthèse. Je vous en prie, mais parenthèse instructive sur l'expérience dont vous allez nous faire bénéficier. Je disais, revenons à Épinal. Je me tourne vers vous, monsieur le maire. La basilique fait l'objet d'études depuis déjà plusieurs années. En tout cas, en 2008, un premier diagnostic avait été réalisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors Ricardo, on a commencé à en parler un petit peu. Effectivement, en 2008, il y avait un diagnostic qui avait été réalisé par Pierre Bortolucci, qui est architecte en chef des monuments historiques. C'est sur cette documentation-là que j'ai travaillé à la proposition, dans le cadre du projet de mandat, de restauration de la basilique. Et ça a été surtout ce diagnostic qui nous a permis de travailler à l'appel d'offres et qui aujourd'hui a été transmis bien sûr à Ricardo et qui a travaillé sur ce diagnostic pour notamment faire son propre diagnostic. Sachant que, nous le verrons tout à l'heure, ce diagnostic, il n'a pas pris en compte l'intégralité de la basilique, mais je crois que nous y reviendrons un peu plus tard. On vous propose de nous présenter maintenant effectivement les premières conclusions de votre travail, monsieur Giordano. Oui. Donc, comme le mentionnait monsieur le maire, donc on est parti, et c'était très heureux d'ailleurs qu'on puisse le faire, parce que ça nous a facilité très très largement la tâche, du beau travail qui avait été fait par mon prédécesseur, d'ailleurs, Pierre Bortolucci, qui était architecte en chef des monuments historiques du département de Vosges, jusqu'à mon arrivée il y a quelques années. Donc ce diagnostic, on retrace ici juste le périmètre. Comme vous voyez, il y a quelques zones en blanche qui sont celles qui ne font pas partie de ce diagnostic et de notre mission à ce jour. On va dire qu'on en a couvert à peu près les 3/4 de l'édifice. Il nous manque un quart à traiter dans les mois qui viennent. Donc on peut passer au slide suivant. Donc, première, je vais passer assez rapidement en revue ce qu'on va voir par la suite, mais c'est déjà un certain élément intéressant, parce qu'un bâtiment de ce type, au croisement effectivement entre le roman et le gothique, comme le mentionnait monsieur le maire, on a en réalité donc une stratification, même dans les maçonneries qui nous entourent aujourd'hui, d'éléments qui vont du XIe siècle. Donc ce sont les éléments qui sont le plus en rouge, jusqu'aux parties grises, qui sont les adjonctions, et qui sont notamment successives au classement en 1846 au titre des monuments historiques. Et ce type de plan, nous l'établissons forcément à travers l'observation. Bon, d'un côté à travers les sources
que nous pouvons avoir, mais aussi à travers l'observation de certains éléments. On peut passer de certains que j'ai mis ici très évidents, comme là on est à la verticale du portail des Bourgeois. On a des arcs-boutants qui viennent se greffer sur des baies forcément intérieures, et on a aussi donc dans la photo successive par exemple encore à la verticale de là où nous nous trouvons, donc on est sur l'arc doubleau qui se trouve ici au-dessus de nous, et donc on voit que le voûtement qui est dans la partie basse a été construit après la construction du premier noyau du XIe siècle, dans lequel on avait donc une vision de la charpente au-dessus, et donc un arc qui était à l'origine visible et qu'aujourd'hui est caché dans les combles. Un diagnostic, c'est ce que vous voyez. En fait, c'est une observation minutieuse. Ça porte son nom. C'est le regard d'un clinicien, ou là pour le coup d'une équipe de cliniciens qui analyse à la fois les couvertures, adresse un état de pathologie, donc et identifie l'évolution que ces pathologies, donc ces sortes de maladies en cours, en identifie les causes et dresse l'évolution potentielle pour voir est-ce qu'il faut intervenir rapidement, à court terme ou à très long terme. On dresse cet état-là, par exemple, pour les intérieurs. Là, vous voyez les zones, on repère les zones d'humidité, les zones de fissures qui sont tracées en rouge. S'il y a des déversements, des déformations de toiture, des déformations de voûte, des zones d'enduit qui sont particulièrement désolidarisées, on peut passer. Et on repère aussi les sujets qui peuvent être des sujets d'ordre structurel. Je vous disais, l'édifice est tout à fait en bon état aujourd'hui, mais on voit qu'il porte encore les traces de l'ouverture de certaines maçonneries. Par exemple, quand on regarde bien cette nef-là, on voit bien que le mur se sont écartés à un moment. On monte dans le comble, on voit la présence de tirants. Des tirants qui d'ailleurs ont été modifiés au fur et à mesure du temps. Le couvent ayant été démoli en 1797, son effet d'épaulement a été réduit, d'où un certain nombre de travaux conduits au XIXe siècle. La présence aussi, on verra, on passera rapidement sur ces travaux du XIXe siècle, on est en plein cœur de cela, parce que beaucoup de ceux-ci ont porté sur le cœur lui-même. Ont comporté la mise en œuvre de beaucoup d'éléments métalliques qui ont donc du coup pour agrafer les pierres ensemble, ou pour des pierres soit des agrafes visibles, soit des pierres qu'on est venu remplacer, qu'on a agrafées avec la structure existante, et qui aujourd'hui, donc, ce fer-là éclate. Et on a toute une théorie de fissures, y compris dans les maçonneries qui nous entourent en ce moment. Façade extérieure, on passe assez rapidement ces photos-là, c'est pour vous montrer, juste pour mettre un espèce de zoom sur des zones que peut-être en passant en bas dans l'édifice, on ne voit pas. Donc l'état des parties hautes qui pâtissent d'un défaut d'évacuation des eaux pluviales. On est venu, par exemple, aussi historiquement percer, donc c'est un défaut qui ne date pas d'aujourd'hui, percer des éléments de contrefort pour favoriser l'écoulement des eaux. Vous voyez vous voyez des éléments ici dans la sacristie, dans la partie basse, des remontées d'humidité qui sont présentes, aussi des fissures, des parties qui sont bien évidemment des réparations qui ont été faites en briques. On est encore, quand on voit des briques de ce type-là, plutôt entre le 19e et le début du 20e siècle, dans un bâtiment comme celui-ci, la sacristie, ajoutée à partir de 1870, avec une construction qui n'est pas extrêmement solide à la base, et en plus elle-même remaniée, et il s'agit aussi d'une partie qui se trouve directement en dessous des parties hautes, sur lesquelles beaucoup d'eau sont rejetées pour le coup. Ce qu'on appelle techniquement, vous parliez je vais quand même mettre un terme technique, les arrêtiers. Donc ce sont ces traits que nous voyons tout à l'heure et qui sont scotchés du coup parce que défaillants, et un état des chaîneaux aussi qui malheureusement pâtissent des glissements de tuiles parce que les couvertures se dégradent. Voilà, on passe encore, mais c'est aussi l'occasion d'analyser d'un certain nombre d'éléments, comme par exemple la couverture de la chapelle nord qui a été ajoutée en 1903, on la reverra tout à l'heure. C'est un élément assez entre guillemets contemporain dans l'histoire relative, mais qui présente des pathologies spécifiques.
Et aussi forcément du fond en comble pour les charpentes. Là, les charpentes du chœur, avec, vous voyez en bas, dans la photo en bas, il y a un arbalétrier, donc c'est cette pièce oblique qui a chassé, qui a déchaussé par rapport à la pièce horizontale, c'est-à-dire l'entrée de la ferme. Mais les charpentes sont généralement en bon état. Là aussi, donc, sauf certains cas, là on en a un cas spécifique. Vous voyez en haut des réparations intérieures. Celles-là aussi, on les détecte, forcément, on les identifie. Donc c'est un moisage avec un bois que vous voyez jaune, parce qu'il y a un traitement spécifique moderne qui est fait dessus. Et donc on prend comme une sorte de sandwich la pièce la plus ancienne qui a été déchaussée par rapport au mur. Et pour redonner à l'ensemble une stabilité. On peut passer encore les couvertures. On passe peut-être aux phases suivantes. Donc, je vous parlais tout à l'heure de ces ouvertures de murs. Forcément, ils ont généré, on les a détectées, on les a identifiées, des fissures au point où les voûtes rencontrent les murs qu'on appelle les murs gouttereaux, c'est-à-dire les murs latéraux de la nef. Il s'est formé des fissures qui sont sans doute relativement récentes, c'est-à-dire à nouveau en termes relatifs par rapport à l'histoire générale du bâtiment, c'est-à-dire au cours des dernières décennies. Et l'un des éléments, on va le voir tout à l'heure, qu'on a suggéré à la ville de réaliser, c'est de mettre sur certaines zones, enfin c'est pas systématique, c'est pas partout, mais les zones qui sont un petit peu plus sensibles, et sur lesquelles on a trouvé des potentiels dysfonctionnements, de mettre des capteurs pour pouvoir voir s'il y a des mouvements. Des mouvements, on en trouvera de toute façon, parce qu'une structure comme ça est là forcément rien que des mouvements saisonniers, c'est-à-dire les maçonneries se dilatent, se referment avec les variations hygrothermiques. Mais est-ce qu'à la fin, ou quand on conclut un cycle annuel, on revient à la saison, est-ce qu'ils sont revenus au point de départ? Non, oui, non. Bon, alors là, on se pose la question et on voit comment éventuellement le traiter. Également les extérieurs, enfin notamment les restes du cloître côté sud, le reste remonté avec des remontées d'humidité assez importantes dans ce secteur, mais c'est pas le seul. En réalité, l'assainissement de murs va être l'un des éléments importants. Là, je reviens, donc on termine la partie diagnostic. On a vu un certain nombre de photos tout à l'heure. Donc on peut passer à la suivante. On voit cette image, notamment à droite, donc le détail de la vue de Nicolas Bello de 1626, dans laquelle on voit cet état de toiture qui pour nous est extrêmement intéressant, au moins d'un point de vue archéologique et historique. C'est-à-dire que quand on monte là-haut, dont l'art est tracé sur le dessin de gauche, vous avez donc là, exactement encore en place tout le système de chéneaux, qui était sans doute un système de chéneaux d'origine. Donc là, on parle de chapelle, construction au XIIIe siècle, et qui nous interroge à la fois en termes de fonctionnement, mais c'est un témoignage archéologique extrêmement rare à trouver sur un chantier. On passe donc de deux extrêmes dans ce type d'édifice. Donc on passe d'un chéneau aujourd'hui dans le comble, mais qui est une trace d'un élément qui a désormais 8 siècles, à, je vous le disais, une dalle. Et là aussi, c'est un peu le travail qu'on aura à faire aussi avec la conservation des monuments historiques, c'est-à-dire un travail de sélection, de critique, d'analyse, et de voir qu'est-ce qu'on maintient pour différentes raisons, y compris en fonction de leur état sanitaire. Là, on a un autre élément qui, sous un certain point de vue, peut maintenir un certain intérêt, c'est-à-dire l'une des premières dalles de béton que vous pouvez trouver, c'est-à-dire en 1903, le béton armé, il commence à être développé on va dire, pour simplifier, au dernier quart du 19e siècle. Les premières expérimentations sont même antérieures. Donc on est sur un ouvrage qui vient assez tôt. Et pour tout vous dire, en 2008, quand il y a eu le premier diagnostic, l'un des avis de la conservation régionale qu'on va analyser avec eux était de dire ça peut avoir effectivement un intérêt. Il y a aujourd'hui des sujets de conservation, vous le voyez, des infiltrations. Il faut qu'on vérifie l'état de stabilité, quel est l'état de corrosion des toitures, des armatures à l'intérieur, mais il y a aussi la possibilité qu'on le conserve simplement et puis on vient mettre une couverture par-dessus parce qu'aujourd'hui son étanchéité est parfaitement défaillante. Donc on peut passer à la suite. Voilà. Bon, je vous passe la parole.
j'ai terminé juste pour cette présentation rapide du diagnostic. Merci d'avoir tenu votre promesse, parce que j'ai personnellement tout compris. Je vous avais dit, si c'est pas clair, je vous arrêterai. Merci pour cette première partie sur votre diagnostic complet. Vous l'avez dit, monsieur le maire, le diagnostic nécessite peut-être des études complémentaires. Oui, alors c'était notre surprise, c'est qu'on pensait que le diagnostic de 2008 couvrait l'intégralité de la basilique, et c'est pas le cas, puisqu'il y a des façades, le portail des Bourgeois notamment, qui n'est pas pris en compte. Alors je suis pas un expert, mais quand on connaît le portail des Bourgeois, on sent quand même qu'il a besoin d'être restauré. Et donc la décision a été prise de pouvoir lancer des études complémentaires pour avoir un diagnostic complet, intérieur, extérieur, de la basilique. Oui, et en effet, donc là c'est juste un rappel, je vous le montrais tout à l'heure, ce slide-là de ce qui a été réalisé à ce jour. Donc ça, on est à peu près sur les intérieurs, on les a tous analysés. Il nous reste une partie des façades, pas des moindres, vous l'avez mentionné, le portail de Bourgeois en particulier. Et donc on peut peut-être passer à la slide suivante pour les parties effectivement restantes et qui vont être engagées dans les mois à venir. Donc les traits rouges représentent les façades qu'on doit étudier, et les parties hachurées en rouge correspondent effectivement aux espaces intérieurs ou aux parements intérieurs ou aux toitures. Certaines de celles-ci, juste pour l'anecdote ou pour le détail, nous ne l'avons pas prise en compte. Par exemple, la chapelle du Rosaire en particulier, les toitures, parce qu'elles ont fait l'objet d'une restauration relativement récente, d'il y a une dizaine d'années de mémoire, et donc ne nécessiterait pas aujourd'hui d'être soumise à ce type d'analyse. Donc c'est une étude qu'on compte démarrer dans les semaines qui viennent. On a parlé là du diagnostic de 2008, de votre travail très récent. On sait que le bâtiment a 1000 ans, et pourtant des travaux importants avaient été réalisés il y a à peu près 200 ans, enfin autour de 1846. Est-ce que les travaux que vous projetez, que vous allez nous présenter après, sont ou pas les plus importants que va vivre ce bâtiment, quoi? Oui, sur cette échelle-là, et en termes de concentration, sans aucun doute. Les travaux alors, elle commence effectivement elle commence peu avant le classement, c'est-à-dire en 1845. Elle se prolonge pratiquement pour la première phase jusqu'aux années 90 du 19e siècle, et puis après ils reprennent à la suite. Les travaux que nous allons mener ce sont sans doute les travaux les plus importants depuis 2 siècles. De nouveau, dans le diagnostic, on a établi non seulement une chronologie historique de développement et d'évolution du bâtiment, mais surtout, et pour nous c'est un élément très important d'analyse sur n'importe quel dossier, celui-ci en particulier, c'est de voir quels travaux ont été réalisés plus récemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même, avec l'industrialisation sur un bâtiment de ce type-là, à partir du 19e siècle, il y a un changement d'échelle de la nature des travaux. Avant, on intervient, on adjoint, on modifie, etc. Mais on le fait avec des moyens qui sont sans doute beaucoup plus limités que la société industrielle et post-industrielle. Donc et aussi on manque cruellement parfois d'archives, alors que ceux les plus récents sont les plus marquants. Et d'ailleurs, la protection d'un bâtiment comme celui-ci, elle engendre, et ici en particulier, elle a engendré une campagne très 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 significative. Là où on est dessus, je ne sais pas si on a quelques images à venir. Le clocher Beffroi en fait partie d'ailleurs. Dans les années 1880, le dernier étage est pratiquement reconstruit. Selon de formes qu'on considère assez proches de l'état intérieur, mais il est dans un tel état de ruine qu'il peut être reconstruit. Et là on part revenons du coup à... Là, voilà. Et là, ici, bon, au-delà des images qu'on a, on peut le voir en particulier là où nous sommes. Les verrières que nous avons derrière nous, elles datent de cette campagne de travaux, des travaux de 1845. Généralement, quand vous voyez de détails dans cet édifice qui correspond à ce type de balustre, là, par exemple, cette balustrade là-haut, vous êtes
pleinement dans cette campagne-là. Donc ces tribunes-là, elles sont plutôt des années 1860. Là, tout le cheminement qui est derrière, pareil, il date de ces travaux-là, c'est-à-dire notamment dans les parties orientales. Vous prenez à partir de là, il y a eu des très importantes transformations qui d'ailleurs culminent avec la construction de la sacristie, faite derrière le dos des monuments historiques par ailleurs, parce qu'on sait qu'il n'y a pas eu normalement, il n'y a pas eu de demande d'autorisation particulière, mais qui est faite donc à partir des années 1870. Enfin, au pour le moins, il n'y a pas de traces dans les archives. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Alors, merci pour ce regard sur le passé. On a eu déjà quelques transparents qui sont apparus, donc vous allez nous parler des prochaines étapes, mais peut-être juste avant de vous laisser continuer sur les prochaines étapes, je voudrais me retourner vers vous, monsieur le maire, par rapport à ce chantier qui s'annonce. Comment vous le percevez et comment va s'écrire l'histoire future de la basilique ? Moi, je suis impatient, mais comme tous les spinaliens, on avait travaillé sur une programmation. Normalement, on aurait dû commencer les travaux début 2023. On parlait même de fin 2022. Mais avec ce diagnostic qui ne prenait pas l'intégralité de la basilique, ces études complémentaires nécessaires, Ricardo, quelles vont être finalement les conséquences de ces études complémentaires ? Est-ce qu'il va y avoir du retard sur l'échéancier ? Alors, commençons effectivement par les prochaines étapes. Après, on verra l'échéancier qu'on propose à ce jour. Donc, la première chose dont on a besoin quand on intervient sur un édifice avec cette volonté en réalité de contrôler une opération un peu dans ses différents détails et puis simplement de la rendre faisable et communicable aux entreprises, on a besoin d'un relevé. Donc la première étape à faire ici, c'est de faire un véritable relevé. Là où je montre des exemples que nous avons fait en particulier sur la cathédrale de Chambéry, donc avec une intervention d'un relevé tridimensionnel qui ensuite est transformé en plan, qui sont exploitables par les différents intervenants et puis peuvent être aussi utilisés pour communiquer sur différents supports. Mais enfin, à la base, ce sont des instruments techniques indispensables. Et donc celui-ci, vous avez vos services, ils ont lancé les consultations aujourd'hui pour que ce relevé soit réalisé dans les prochaines semaines. Une autre étape dont on a parlé, donc le diagnostic que nous avons réalisé, il nécessite pour être complété, y compris pour sécuriser certains éléments techniques et d'estimation, qu'on fasse quelques sondages de reconnaissance en plus, donc, par exemple un diagnostic des vitraux par un restaurateur. Nous avons établi une analyse visuelle générale et un premier diagnostic, mais il faut rentrer dans le détail, monter avec un petit échafaudage, aller voir l'état général des verrières. L'analyse de reconnaissance de certaines structures en maçonnerie et en béton, on a vu en particulier la couverture de la chapelle nord. Des réseaux enterrés en pied de l'édifice, je dis qu'il y avait très peu de sujets qui étaient des sujets relatifs à la structure. Certaines peuvent être en lien avec l'état de réseau d'évacuation des eaux pluviales. Et d'autres éléments un peu techniques, comme par exemple la vérification de l'état de fondation à certains endroits, parce que l'assainissement, ça veut dire mise en œuvre d'un drainage, et quand on draine, il faut voir quelle est la profondeur des fondations et quel est leur état. Donc ça, ce sont toutes des investigations que nous sommes en train de voir avec les services de la ville pour qu'ils se soient engagés très rapidement. Et je crois qu'on avait encore un élément sur les prochaines étapes. Oui, le diagnostic complémentaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc aujourd'hui, en termes de phasage, l'échéancier d'un démarrage début 2023 est aujourd'hui compliqué, sans doute au vu de ces premiers constats et des investigations à venir. Donc, mais on a établi un rétroplanning dans lequel, avec l'avancement que nous pouvons mener sur ce relevé et ces investigations, on peut amener en parallèle l'avant-projet, parce qu'on a encore quelques étapes de projet avant de pouvoir intervenir, c'est-à-dire l'avant-projet, ce qu'on appelle ensuite le projet
projet et le dossier de consultation des entreprises, ce qui permettrait, avant l'été 2023, de lancer les dossiers de consultation des entreprises, de façon à viser une signature des marchés autour du septembre-octobre de l'année prochaine, 2023, et donc un démarrage de travaux dernier trimestre, autour d'octobre 2023. Donc on peut démarrer avant la fin de l'année 2023, ouais. Toiture du chœur, toiture des sacristies. Exactement. Le principe pour nous, ça sera, on est en train de travailler ce phasage, et forcément le diagnostic, le complément de diagnostic qu'on va devoir faire, à partir du moment où le périmètre s'élargit, ça nous permettra de le peaufiner. L'idée, c'est de toute façon de commencer par l'extérieur et ensuite de venir à l'intérieur. Ça paraît une évidence. Et on va, comme ce sont des travaux qui nécessitent la mise en place d'installations importantes, c'est-à-dire on va devoir échafauder tous les extérieurs. Généralement, on fonctionne par tranches successives. Donc ici, on commencerait par l'est. Donc effectivement, par le chœur, la restauration des vitraux du chœur, la restauration des parements, des balustres, la restauration de toutes les couvertures du chœur. Quand je dis le chœur, je parle aussi des 2 chapelles, adossées de part et d'autre. Et de la sacristie, et des parements de la sacristie, et possiblement aussi de la couverture de la couverture de la sacristie. Donc on est en train de voir aujourd'hui dans quelle mesure on est capable d'intégrer, on le verra tout à l'heure dans le principe de phasage, le chœur et les chapelles, c'est évident. En fait, on s'arrêterait là au mur, hop là c'est mon ombre, on s'arrêterait là sur cette arête-là, celle du transept. Donc toutes les parties orientales serrées, restaurées. On est en train de voir si on intègre la sacristie, ou si la sacristie on l'intègre immédiatement dans la phase suivante. Mais techniquement, ça ne pose aucun problème de travailler sur le chœur sans travailler dans l'immédiat sur la sacristie. Voilà pour ce qui est de la première phase qu'on pourrait démarrer avant la fin de l'année 2023. Si vous avez des questions complémentaires sur les travaux, on a déjà beaucoup détaillé, je vous propose de les garder pour la fin et qu'on puisse intervenir à nouveau. On a eu un détail assez complet, on a compris que le phasage des travaux sera possible avec un commencement en 2023. Les travaux, ça a un coût aussi, aujourd'hui estimé à 10 millions d'euros. Est-ce que ce phasage, monsieur le maire, pour la commune, travailler par phasage, avantage, inconvénient, comment vous l'approchez ? Alors, pour le maître d'œuvre, vous avez compris que c'était juste normal de travailler par phasage. Bon. Mais alors, pour le maître d'ouvrage, c'est une nécessité, puisque 10 millions d'euros, c'est le chiffre que vous annoncez. Hein. Maintenant, on peut l'exprimer hors taxe. On l'avait imaginé TTC, mais avec les études complémentaires, je crois qu'on va reprendre 2 millions de plus. Donc, on va aller vers 10 millions hors taxe. 10 millions hors taxe, 10 ans. Donc, vous imaginez bien que c'est un projet très important pour la ville. On verra tout à l'heure les financements, mais très important pour la ville, et qu'on est obligé, bien sûr, de lisser ce coût important. Justement, travaux importants, montants importants, mais la ville ne veut pas être seule pour les financer. Non, alors on va bien sûr se tourner vers nos partenaires habituels. Je regarde la conseillère régionale, Elisabeth, je regarde la conseillère départementale, Guylaine. Bien sûr, on va se tourner vers nos financeurs habituels. On aura bien sûr la direction régionale des affaires culturelles. Moi, je voudrais à ce stade dire que nous avons été très bien accueillis par la DRAC. J'ai reçu la directrice ici, avec Stéphane Wieser, le directeur du pôle culture et patrimoine. Nous l'avons reçue, elle découvrait la basilique, et tout de suite, elle a trouvé beaucoup d'intérêt au projet. Et très vite, on l'a associée à nos travaux préparatoires. La DRAC a été associée au recrutement de Ricardo. Et puis, dernièrement, je crois qu'il y a une quinzaine de jours, on a eu une réunion technique où la DRAC était présent et on a pu réagir aux premiers travaux qui ont été livrés de la phase diagnostique de Ricardo. Et on peut dire qu'il y a déjà beaucoup de cases qui sont cochées. Donc ça se passe plutôt bien. Mais je voulais souligner l'étroite collaboration qu'on a avec la DRAC, qui sera bien sûr un financeur. Il n'était pas question de s'engager dans un tel projet si je n'avais pas l'assurance que la DRAC puisse nous suivre financièrement. Et donc on va même aller un peu au-delà, c'est-à-dire que je souhaite qu'on puisse contractualiser. Alors on n'arrivera pas à contractualiser sur 10 ans, mais au moins par période triennale, et c'est ce qui est en train plutôt de se négocier. Même si
les collectivités, quelles qu'elles soient, en commençant par la ville d'Épinal, chaque année est soumis à son arbitrage budgétaire. Donc l'engagement, il est bien sûr sur 12 mois, sachant que je ne vais rien vous apprendre en vous disant que les finances sont compliquées avec tout simplement la hausse de l'énergie, mais ça c'est aussi l'apport à la guerre que nous vivons. Là aussi, il y a eu des réformes en ce qui concerne la grille des fonctionnaires qui n'étaient pas prévues, et voilà, et toutes les collectivités bien sûr ont intégré ces coûts nouveaux. Donc il nous faut dégager bien sûr des marges de manœuvre pour assurer le financement de ces phases. Et puis il y a la Fondation du patrimoine, et je remercie son représentant, la Fondation du patrimoine qui joue un rôle capital dans une opération comme celle-ci, et qui nous a accompagnés par le passé. Tout récemment, nous avons transformé l'ancienne conciergerie de l'imagerie en un atelier vivant de Jean-Paul Marchal, qui est juste remarquable. J'étais encore ce week-end dans le cadre des Journées du patrimoine. Il y avait une médiation qui était une animation de l'atelier qui était juste remarquable, avec plein de personnes qui sont passées, qui étaient curieuses de ce que pouvait faire Jean-Paul Marchal et son savoir-faire. Mais rappelons-nous aussi, la Fondation du patrimoine nous a accompagnés dans la rénovation, la restauration de la tour chinoise. Et là aussi, le week-end dernier, on a vu tout l'intérêt de notre tour chinoise rénovée qui relie le centre ancien avec le parc du château, notamment la nuit, puisqu'on s'est déplacé la nuit, voilà, pour rejoindre le château. Oui, et qui a reçu aussi la tour chinoise le prix national. Donc, la Fondation du patrimoine va jouer un rôle majeur, et ça permet aux spinaliens, aux amoureux de l'architecture, de la pierre, aux entreprises de participer à leur façon, à leur mesure, à la rénovation de ce bâtiment. On a devant nous la diapo avec les travaux place de Lattre. Effectivement, j'en viens à une des dernières questions que j'ai à vous poser, et je me tourne vers l'architecte. On entend certains nous dire on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il y aura des échafaudages partout, on ne pourra plus venir dans la... Qu'en est-il de ce qu'on peut appeler des nuisances potentielles d'un chantier? Comment vous les appréhendez? Alors, voilà à quoi ressemble encore de nos jours un chantier monument historique, donc à gauche. Donc c'est ce que vous aurez devant les fenêtres. Non, c'est blague à part. Sans doute, vous n'aurez pas ce que vous venez de voir dans la photo intérieure. Déjà, un chantier de ce type, sur la basilique, il ne va pas prendre l'emprise générale de la place, donc il va être limité. On va forcément avoir à organiser une zone de stockage, d'approvisionnement et des circuits d'approvisionnement. Mais la zone de chantier est circonscrite autour du bâtiment, et dans le cas spécifique, en réalité, autour des zones qui sont concernées. Donc, dans un premier temps, elle va être limitée au pourtour du chœur et des chapelles latérales. Le chantier de monuments historiques, donc ici, il faut distinguer par typologie de travaux. Il y a forcément des travaux dans lesquels on sera dans des travaux un petit peu moins propres. Forcément, si on a des assainissements à faire, ça veut dire faire des terrassements et faire des tranchées pour les déposer. Mais pour le reste, travaux sur un monument historique sont généralement des travaux qui se font à sec, de manière générale. C'est-à-dire vous ne venez pas à couler du béton et à faire des apports d'eau très significatifs. Donc ce sont des travaux de ce type-là. Donc là, on a un peu de quelques exemples de restauration de parements en pierre, donc dans lequel on commence avec un calpinage général, et puis on dépose les pierres, donc parfois généralement avec des outils soit manuels, soit ce ne sont pas du tout des marteaux-piqueurs, hein. On parle de petits outils pneumatiques, donc beaucoup moins bruyants sur le principe. Enfin, sur le principe, dans la réalité, par ailleurs. Et puis ensuite, donc on a vu la photo tout à l'heure d'espace de stockage, donc de pierres. Donc ici, il y en aura quand même un certain nombre. Donc on va réserver des zones, mais on ne pas faire sans faire du bruit. Forcément, il y aura un peu de bruit. Mais on a généralement un chantier qui est un chantier assez sec. Un chantier assez sec pour ce qui concerne la technique, mais qui aussi se développe à sec lui-même. C'est-à-dire que c'est un chantier qui est bâché
de partout. Donc là, on limite tout à fait la propagation des poussières. Et aussi, sur des travaux comme ceci, dans lesquels il va falloir qu'on refasse la totalité, qu'on reprenne la totalité des couvertures au fur et à mesure, on met en place ce qu'on appelle un parapluie, ce que vous voyez à droite. Et donc on intervient. Là, vous avez une image, par exemple, sur la gauche, dans laquelle on a un certain nombre d'éléments de charpente anciens qui sont tout à fait conservés, dans lequel on vient faire des greffes. Donc il y a un atelier de charpente qui est mise en œuvre dans l'emprise du chantier, et dans lequel donc on a de l'approvisionnement en bois pour faire des greffes de ce type, et puis ça se termine avec les... Donc c'est un chantier qui est relativement propre en tant que tel. Et puis c'est un chantier qui a un intérêt pédagogique, et peut-être que vous voudrez en parler, monsieur le maire, un intérêt pédagogique. Donc on va plutôt tirer parti du fait de montrer une partie de ce travail-là pour en faire effectivement un élément de pédagogie et de diffusion des savoir-faire, ou de présentation des savoir-faire des monuments historiques. Vous avez tendu la perche à monsieur le maire, effectivement. Avant de vous proposer de poser des questions complémentaires, si vous le souhaitez, effectivement, la restauration de cette basilique, je pense que c'est beaucoup plus qu'un chantier. Oui, dès le départ, on avait affiché le fait que ce projet de rénovation était une opportunité, à plusieurs titres. Une opportunité pour faire connaître ou faire reconnaître la basilique à la population. Donc ça veut dire que derrière, c'est l'histoire, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos introductifs, c'est l'histoire de notre cité. Donc ça va passer par des conférences. On lance la première ce soir, il y en aura d'autres, on le verra tout à l'heure. Ça passe par des expositions, par des animations. J'ai souhaité également que l'on puisse numériser en 3D la basilique. Donc nous sommes en train d'y travailler. Ça aura plusieurs avantages. Un outil pour vous, pour le maître d'œuvre et les entreprises aussi qui vont y travailler. Et puis un formidable outil de médiation culturelle artistique pour nous, pour toute l'animation qu'on veut faire autour de ça. Et puis, dans ce projet de rénovation, il va y avoir des métiers différents. Métiers du bâtiment, des compagnons, des métiers d'art, de restauration, de mobilier, etc. Et donc, c'est une formidable opportunité pour faire découvrir ces métiers. Et donc, il y a toute une animation qui se fera autour de ça, notamment vis-à-vis de nos jeunes. Je crois qu'il faut qu'on leur fasse découvrir ces métiers passionnants, et puis qu'on puisse les orienter vers des formations qui existent et qui maillent notre territoire. Donc on aura aussi cette vocation-là de sensibiliser notre jeunesse à ces métiers, d'ailleurs, qui cherchent à embaucher et qui ne trouvent pas. Donc il y a nécessité aussi de se saisir de ce chantier comme opportunité pour sensibiliser et former notre jeunesse à ces métiers. Ouais. Et si je peux juste rajouter un mot, parce que je sais que c'est pour vous un véritable intérêt et pour votre administration un véritable intérêt, parce que quand on s'est rencontrés pour les entretiens, justement, lorsque vous sélectionnez un maître d'œuvre, vous avez vraiment mis l'accent sur ce sujet-là, sur le fait que vous vouliez faire de ce chantier un support de communication pour parler de l'édifice et pour parler des techniques, de la richesse, en réalité, que le patrimoine et la continuation et le maintien du patrimoine ne passe pas que par le maintien de l'élément matériel, mais aussi du savoir-faire, et que donc celui-ci, il faut le faire connaître et reconnaître. Et donc nous y sommes engagés. Je suis personnellement présent ici ce soir, mais on verra aussi ensemble comment effectivement rendre possible. Je parlais, forcément, on va essayer de fermer le chantier pour éviter les poussières, mais il faut aussi que celui-ci soit en partie visible, ou peut-être sans doute en bas. On trouvera les moyens en créant des ateliers ouverts pour que, en faisant, nous on peut faire, on sera ici de toute façon régulièrement sur des chantiers pour des visites. On pourra organiser aussi un calendrier des visites avec des écoles, par exemple, d'Épinal, des classes. On a plaisir tout à fait à le faire, à montrer la typologie de travail que nous faisons et la richesse d'ailleurs, parce qu'on aime le transmettre, et puis d'ailleurs, tout ce que nous faisons ne peut se faire que si les générations à venir, effectivement, suivent le même chemin. Et sont elles-mêmes prises par ce type de passion, et qui ne passe pas que par la conception et la restauration comme je l'amène, mais surtout par ces actes-là et ces gestes-là.
Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce chantier, il ne sait pas, il se décide, il se co-construit, non pas uniquement entre l'administration et dans le bureau du maire, mais on a émis le souhait de créer un comité de pilotage. Et dans ce comité de pilotage, on retrouve bien sûr les élus et l'administration, des élus et de l'administration, mais aussi les historiens d'Épinal, la société d'émulation. Père Duménil, vous êtes présent, vous représentez le clergé. Et donc, c'est ce comité de pilotage qui va aussi faire vivre ce projet. Et il y a des idées, je sais qu'il y a beaucoup d'idées. D'ailleurs, les conférences qui vont avoir lieu les 3 jeudis qui vont suivre, c'est l'idée de ce comité de pilotage. Merci, monsieur le maire. On en vient à la dernière partie de cette soirée. C'est toujours la première question qui coûte. Je me déplace vers vous avec le micro. Je ne vous mange pas, je ne vous mords pas, j'ai pas le Covid. Donc n'hésitez pas si quelqu'un a... Voilà. L'exposé était très complet. Moi j'ai quand même une question. Ah voilà, il y en a une, c'est bien. J'en ai une sous le coude, mais ce sera peut-être la même. Voilà. La remarquable rénovation du parvis de la basilique, enfin avec sa partie bassin, a-t-elle déjà été intégrée dans l'évolution de la restauration dont l'étape commence maintenant? Il y avait une cohérence au départ, il y a eu des ponts entre cette conception de cette arcade de bassin, parce que je pensais aussi à l'humidité potentielle. Est-ce que ça n'a pas fait peur que l'humidité du bassin ait des interfaces avec le bâti du chevet, quoi, au niveau de l'humidité? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des échanges, quoi, entre le démarrage des travaux qui était plus ancien au niveau de l'extérieur et ces nouveaux champs de travaux? Alors, c'est des sujets qui nous ont animés quand on a lancé le projet de rénovation de la place de l'Atte et de la place Edmond-Henri. Alors, bien sûr, les hommes de l'art ont intégré tout ça, surtout quand on a retenu ce projet avec cette planche d'eau, puisque, effectivement, on aurait pu avoir ces désordres que vous venez de souligner. Donc, ça a bien été intégré. Par contre, la question qu'on s'est posée, c'est: est-ce que c'est censé de rénover les 2 places avant de rénover la basilique? Et la réponse, on l'a trouvée juste dans le calendrier prévisionnel. Ça nous renvoyait à plusieurs années, la rénovation des 2 places. Donc, il était nécessaire de commencer par la rénovation des 2 places, sachant qu'on avait pris soin, bien sûr, de veiller à ce que la rénovation de la basilique ne soit pas contrainte par la rénovation de cette place. Donc tout ça a été pris en compte et organisé, et c'est bien sous contrôle. Vous vouliez compléter peut-être, non? Enfin, pas particulièrement, parce que je ne suis pas, je suis pas tout à fait à mesure de m'exprimer sur la nature des travaux qui ont été réalisés sur la place. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a une zone de séparation forcément entre ces bassins. Ces bassins, ils sont récents. De toute façon, il y a l'eau qui coule à l'intérieur normalement. Une étanchéité a été mise en œuvre. Donc nos sujets que nous traitons aujourd'hui de pénétration des eaux ne proviennent pas à principe de ces bassins. Une autre question dans la salle? Oui. Le portail des bourgeois, il ne serait pas possible de restaurer ce portail en mettant les personnages qui étaient avant la Révolution et les faire réaliser par un artiste moderne, contemporain, ce qui ferait pour la ville une attraction. À Provins, il y a eu des restaurations, il y a eu des restaurations modernes.
Alors, il est difficile, vous comprendrez, pour moi aujourd'hui de me prononcer sur ce qu'on va faire en termes de ce qu'on va proposer en termes de projet sur la restauration du portail des Bourgeois, parce que forcément, chaque projet de restauration découle d'une analyse propre à l'objet lui-même. Donc, ce qui a été appliqué à Provins n'est peut-être pas, ou peut-être l'est, je sais pas vous répondre immédiatement. Adapté ici. J'ai aussi vu, alors je ne vais absolument pas caricaturer votre propos, mais peut-être plutôt faire un trait du mur, sur la cathédrale de Salamanque. Je me souviens quand j'étais étudiant d'architecture, j'ai passé une année en Espagne, et on a aussi fait, en resculptant le portail, un astronaute et un chimpanzé avec une glace. Donc effectivement, ce type de reconstitution peut aller très loin. À nouveau, c'est juste un trait d'humour et ça ne veut pas du tout caricaturer une idée qui peut être une idée parmi d'autres, mais sur laquelle aujourd'hui je ne peux pas me prononcer. Par contre, ça m'amène à compléter mes propos de tout à l'heure. Le diagnostic, vous l'avez dit, prend en compte l'orgue, et ça c'était une demande initiale. Mais on a validé tout récemment également la restauration de la mise au tombeau. C'est nécessaire, de toute façon on aurait été obligé de le déplacer dans le cas des travaux de restauration à l'intérieur, et donc on a vu ça avec la DRAC qui a validé également la restauration de la mise au tombeau, et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est quand même un mobilier, parce que c'est pas de l'immobilier, c'est un mobilier emblématique aussi et très attractif pour la basilique. Oui, et ce qui nous permettra d'ailleurs de traiter en synergie la chapelle avec la restauration, parce que justement la chapelle et les craintes de ce très magnifique ensemble forcément contribuent à sa dégradation d'une certaine façon en raison de la présence d'humidité. Donc on pourra à ce moment-là traiter avec un regard croisé entre le restaurateur du mobilier, alors c'est difficile de l'appeler du mobilier, mais enfin c'est comme ça qu'on l'appelle en termes du code du patrimoine, et de la partie immeuble, donc entre nous et le restaurateur spécialisé. Une autre question, oui, monsieur, je reviens vers vous. Avec la restauration, va-t-on gagner en luminosité au niveau du chœur et du transept? Est-ce que, par rapport peut-être que les vitraux, je ne sais pas si leur couleur et leur luminosité sont polluées par les années, est-ce qu'on va regagner en luminosité après leur restauration? Parce qu'effectivement, ce fond est relativement sombre. Oui. Apparaît comme. Oui. D'une manière générale, on va gagner en luminosité sur l'ensemble du bâtiment. C'est de la luminosité qu'on gagnera sur plusieurs aspects. Effectivement, vous mettez l'accent sur les vitraux. Donc ces vitraux-là, à nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, ils datent du milieu du 19e siècle. Rien qu'en regardant depuis l'extérieur, vous voyez qu'il y a un dépôt superficiel très important qui s'est déposé dessus, à la fois par l'extérieur et par l'intérieur. Donc rien que leur nettoyage va récupérer beaucoup de lumière. Non seulement donc le nettoyage, mais comme je disais tout à l'heure, donc on va travailler sur les parements. Donc vous avez la lumière directe qui vient de l'extérieur qui va être accentuée. Les parements, une fois restaurés et nettoyés, ils vont accroître la sensation même pas la sensation, la perception des différentes formes et leur luminosité. Et puis, on le disait tout à l'heure, on va travailler sur un projet d'éclairage spécifique, donc qui permettra, dans des conditions comme celle de ce soir, effectivement, d'avoir des conditions d'éclairage tout à fait différentes et multimodales par ailleurs. Je ne veux pas dire qu'on va faire des spectacles de son et lumière, loin de là, mais ça veut dire qu'on peut choisir, on peut sélectionner des différents types d'allumage. Par exemple, on allume certaines zones et moins d'autres. On allume plus ou moins de manière sélective. Donc ça permet d'utiliser cet espace de manière beaucoup plus complète. D'autres questions peut-être, monsieur? Vous en profiterez pour présenter la glucoserie qui est écrite sur votre nom? Oh, si, je pense que... Merci. J'avais une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure de faire des tranchées. Je voulais savoir s'il y avait un travail qui était prévu sur les sols, et si oui, est-ce qu'on va avoir un chantier de fouilles archéologiques à l'intérieur? Pardon. Je disais, vous avez parlé donc de faire des tranchées tout à l'heure. Je voulais savoir s'il y avait un projet de fouilles archéologiques à l'intérieur du bâtiment également. Alors, oui, donc je confirme que le projet comportera de toute façon des affouillements.
qui seront différents selon les différentes zones. Donc aujourd'hui, le principe est de faire des affouillements parce qu'on en a la nécessité plus importante à l'extérieur en termes de profondeur qu'on le ferait à l'intérieur. En réalité, ce qui est prévu, c'est de reprendre les sols et de faire passer sous ces sols une partie des réseaux, par exemple, d'alimentation électrique qu'on aurait à faire. Ce qui veut dire normalement des profondeurs d'affouillement à l'intérieur de l'édifice quand même extrêmement limitées. C'est-à-dire qu'on est généralement dans l'ordre, par rapport au sol existant, on descend de 30 ou 40 cm. Et quand je dis c'est par rapport au sol existant, c'est-à-dire qu'il faut déjà décompter l'épaisseur du dallage, etc. Donc ça veut dire qu'on on fouille sous le dallage existant à peu près de cette profondeur-là. Donc là, on est en train de voir, enfin vos services sont en train de voir, je le sais, avec le service régional d'archéologie, qui a déjà fait une visite ou qui va faire une visite, enfin, mais c'est tout à fait imminent ces jours-ci, pour effectivement commencer à évaluer le sujet. Donc ils sont tout à fait dans la boucle du dossier et par expérience, enfin, je vais vous montrer tout à l'heure Notre-Dame de Galilée. Généralement, ce type d'affouillement très, très, très léger, très limité qu'on envisage ici, ça donne lieu à un suivi, ce qu'on appelle un suivi archéologique. C'est-à-dire, donc il y a un archéologue ici qui est présent pendant qu'on fait les fouilles, de façon à surveiller l'activité et dire vous arrêtez là, j'ai quelque chose. Donc, et ça peut donner lieu éventuellement à un ou deux chantiers localisés de fouilles, si effectivement on trouve quelque chose, mais à nouveau ce sont des horizons qui sont généralement faiblement archéologiques. Par contre, en extérieur, si on doit creuser davantage, alors je sais, il y a eu, donc quand il y a eu les travaux sur la place, il y a eu un chantier de fouilles qui a été mené par l'INRAP et donc qui a pu, donc, selon différentes profondeurs, quand on a fait forcément la cabine et les ouvrages d'hydraulique, on est descendu plus profondément, il y a eu de véritables fouilles, mais au pied du bâtiment lui-même, on est descendu à peu près 60 cm. Donc la fouille c'est limité à ça. Donc nous on risque de devoir descendre plus profondément de ça. Donc il est possible qu'on ait un chantier archéologique, un périmètre extérieur du bâtiment. On parlait de l'INRAP. L'INRAP nous doit une conférence, puisque après les fouilles qu'il y a eu, il y a eu une première conférence. Nombreux d'entre vous étaient présents au centre juridique, conférence très intéressante. Mais ensuite, il fallait 2 ans, 3 ans, il y a eu le Covid, pour analyser tout ce qui a été trouvé. Et ils devaient revenir vers nous, et on est en contact avec eux pour venir nous exposer le résultat de leurs études. D'autres questions dans la salle ? Merci. Moi, j'aurais une double question concernant la sécurisation du chantier. La première, elle concerne plus exactement les œuvres d'art qui sont conservées ici à la basilique. En 1992, lors de travaux à la basilique, des malfaiteurs sont introduits dans la basilique et ont volé une grande partie du trésor de la basilique. Donc ça, c'est un point important que je voulais signaler. Et je pense qu'il y aura peut-être des mesures de sécurité qui seront prises. Et deuxième question, toujours en lien avec la sécurité, suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, quelles sont les mesures qui ont été prises de façon générale par rapport aux chantiers monuments historiques, notamment au niveau des toitures, avec la présence de points chauds, de soudure, de choses comme ça. Est-ce que j'imagine qu'il y a des mesures qui ont été prises à ce niveau-là? Oui, alors pour ce qui concerne vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire ce sont 2 sujets absolument majeurs. Donc pour dans l'ordre, pour ce qui est de la sûreté, du fait d'éviter qu'il y ait du public ou enfin des malfaiteurs qui puissent s'introduire dans le bâtiment. Donc là on n'a pas vu dans le détail la question de déphasage, mais enfin le phasage il commence par l'extérieur.
Et donc au fur et à mesure, et puis à un moment donné, on se trouvera à travailler à l'intérieur. Donc il faut qu'on adapte nos modes de fonctionnement en fonction de l'évolution de la typologie, de la localisation de travaux que nous réalisons. C'est généralement, de toute façon, la première chose qu'on va prévoir, c'est la mise en place sous alarme, la mise sous alarme des échafaudages extérieurs quand on les aura. Donc il y aura on prévoira dans le cadre des installations générales de chantier des alarmes d'intrusion donc on verra ensuite avec la mairie comment peut-être gérer le report de cette alarme vis-à-vis vers une société de surveillance, etc., de façon à effectivement éviter qu'il puisse y avoir des intrusions qui peuvent se faire depuis les échafaudages pour entrer à l'intérieur de l'édifice. Pour le reste, et la question principale en réalité porterait là où on peut ouvrir éventuellement des passages, soit où il y a ça au moment où il y a de la dépose de vitraux par exemple, mais aussi quand on travaille sur les couvertures et sur les charpentes, quand on découvre, forcément, donc du coup ça laisse des points d'entrée par les parties supérieures. Donc un chantier par définition en termes de bâchage, ça ne garantit pas des intrusions, mais on doit mettre en place ce système d'alarme, effectivement, ensuite derrière assurer une surveillance. Pour ce qui concerne la question de la sécurité incendie, vous avez également parfaitement raison. Je le disais tout à l'heure, j'étais interrogé, et aujourd'hui, de toute façon, on le sait principalement, plus que les 2/3 des incendies, ils naissent généralement soit à cause de court-circuit électrique, soit dans le cadre de chantiers de travaux. Pour la partie de court-circuit électrique, on va s'en occuper, on va refaire l'ensemble des installations, mais pour ce qui est des chantiers des travaux, ça reste un sujet à traiter. Donc là, il y a toute une série de protocoles qui ont été renforcés effectivement depuis l'incendie de Notre-Dame pour ce qui concerne la gestion de chantier, notamment la question de la gestion des permis feu. Pour ce qui concerne les points chauds de chantier. Et puis il y a un autre point qui est en train actuellement d'être mise en avant de manière assez significative par le conseiller du ministère de la Culture, enfin c'est le lieutenant-colonel qui conseille le ministère de la Culture pour ce qui concerne la gestion des biens culturels immeubles pour la gestion des risques feu, et qui est la mise en place de caméras thermiques dans les zones sur lesquelles on est amené. Donc là, typiquement, ça sera dans les parties hautes, dans le comble, effectivement, là où on peut avoir le développement de points chauds. J'en vois pas vraiment beaucoup pour ce qui concerne le reste à l'intérieur. De toute façon, on ne travaillera pas avec ce type de technique à l'intérieur, mais donc d'équiper un caméra thermique les parties hautes de façon, et donc les caméras thermiques bien entendu restent allumées et qui doivent être disposées de façon à avoir une visibilité suffisamment claire pour que restent allumées donc la nuit, parce qu'on sait que d'ailleurs c'est possiblement l'un des cas, l'un des hypothèses qui ont été évoquées dans le cas de l'incendie de Notre-Dame, c'est-à-dire un point qui n'a pas été détecté au moment où les ouvriers ont quitté le chantier et qui ensuite s'est développé en réalité plusieurs heures après leur départ. Encore des questions dans le fond. Voilà, je me rapproche tout de suite. Alors, d'abord, je salue le côté pédagogique de la chose, c'est-à-dire la rencontre entre les scolaires, entre la population d'Épinal, etc., avec les artisans d'art. Ça, c'est très bien. Et puis, mais d'un autre côté, est-ce qu'il va y avoir une présentation, par exemple, pour le touriste lambda qui va arriver sur Épinal et qui va découvrir la basilique sous la bâche, prendre une photo d'autre chose que le sempiternel panneau strictement interdit au public. Donc, est-ce qu'il y aura une présentation, monsieur le maire, des travaux, l'avancée, une maquette, je ne sais quoi Il y aura une maison du projet. Nous sommes en train d'y travailler, qui sera un lieu permanent et qui sera un lieu d'information sur l'histoire de la basilique, mais aussi les différentes phases qui vous ont été présentées et leur évolution au cours des années. Donc on est en train de rechercher le lieu, il sera dans le périmètre le plus proche de la basilique. Donc oui, il y aura bien sûr une information destinée à tous et notamment à nos visiteurs. D'autres questions? Le public, on commence à voir. Moi j'en ai une petite quand même. Elle est un peu provocante pour Ricardo. À un moment donné, quand on a partagé l'étude de 2008, s'est posé la question de la recolorisation de la basilique. Et donc, on m'a dit à l'époque, on avait quand même identifié quelques pigments qui pouvaient peut-être nous permettre d'imaginer de nouveau la colorisation de la basilique. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet.
Donc, effectivement, il y a eu une étude qui a été faite et qui était jointe et qu'on n'a pas dupliquée parce que pour l'instant, elle était considérée assez complète. Donc, qui a été fait par un restaurateur spécialisé, Jean-Pierre Bigan, avec l'étude de Pierre Bortolussi en 2008. Donc, le constat principal de Bigan était que la très grande majorité des enduits intérieurs de l'église sont des enduits relativement modernes, c'est-à-dire avec une base hydraulique, donc cimentés d'une certaine façon, et donc ils datent sans doute de la réfection à nouveau de ces célèbres campagnes. Désormais, on en a beaucoup parlé, de ces campagnes du milieu du 19e siècle. Donc là, vous voyez, quand vous tournez le regard, de toute façon, vous avez deux types de parements devant vous. Bon, par exemple, sur cette travée-là, vous avez la pierre, et vous avez les parties en enduit qui correspondent effectivement aux parties sans le joint. Donc, il en est ressorti que à nouveau dans cette campagne-là, dans ces campagnes des années du milieu du 19e siècle, on a fait ce qu'on a la tendance à ne plus faire, c'est-à-dire globalement on a gratté toutes les pierres, que tout ce qui était dessus on l'a lavé, et on a refait tous les enduits. Donc tout ce qui était sur les enduits a été perdu, et sur les pierres on est allé chercher des petites traces. Donc il y a 3 endroits en particulier dans lesquels on a encore des enduits qui sont antérieurs à cette campagne de restauration, qui sont possiblement, enfin, on ne sait pas si c'est tout à fait avant le début 18e ou juste après, mais enfin c'est 3 endroits. Le premier, c'est ça, ce sont les voûtes que vous avez sous la tribune nord. Le deuxième, ce sont les voûtes du chœur, peut-être trop hautes pour être traitées à l'époque. Et le troisième, c'est la chapelle du Saint-Sépulcre. Donc derrière, on a trouvé quelques toutes petites traces de polychromie, et on a trouvé ensuite quelques petites traces de polychromie. Généralement, on est sur 3 couleurs. On a des ocres jaunes, des ocres rouges et du noir. Alors aujourd'hui, je vous mentirais si je disais exactement que nous savons exactement ce que nous allons faire dans ce terme-là. Je pense que, comme on l'a vu aujourd'hui, on était avec le service de la DRAC, par exemple, je parlais de Notre-Dame de Galilée, on a monté les échafaudages, on a commencé à les voir, et puis on va diligenter, parce qu'on l'a prévu dans le marché en cours, de faire des compléments de sondage une fois qu'on a. Une chose, c'est que vous allez les faire avec un petit échafaudage et vous déplacez votre échafaudage pour faire le sondage. Une autre chose, c'est que vous avez un échafaudage que de toute façon est là pour pouvoir tout faire, et que vous prenez le temps nécessaire pour faire les sondages en démarrage de chantier pour aller voir ce que vous pouvez trouver. Donc on sait que généralement sur les voûtes, on avait l'hypothèse la plus courante, c'est qu'on avait un fond de badigeon blanc, y compris sur le mur. Possiblement, de toute façon, on sait qu'à un moment, on a déposé le badigeon on a enlevé le badigeon qui était sur les pierres. Donc il n'est pas à exclure non plus que les pierres elles-mêmes, elles étaient à un certain moment badigeonnées. Mais enfin, en tout cas, pour ce qui concerne au moins les voûtes, vous aviez donc un fond qui était un fond blanc sur lequel on avait des réaux, donc sur les ogives, de rouge, parfois d'ocre, et il est possible qu'on n'ait pas eu l'ocre et le jaune au même moment. Mais ça, ce sont vraiment des éléments de détail qu'on ne pourra véritablement avérer et puis définir au moment où on aura monté les échafaudages. À l'extérieur, on a pratiquement, oui, on n'a pas une trace. Une petite question concernant les prochaines conférences. Est-ce que vous envisagez d'enregistrer en vidéo ces conférences de façon à les proposer en replay aux spinaliens et faire un montage ensuite de l'ensemble pour la maison du patrimoine où vous parlerez de la basilique? Oui. C'était prévu pour ce soir. C'est enregistré. C'est enregistré. Tout ce que nous avons dit. Donc, votre question aussi sera est-ce qu'on est en enregistrée. live là? Non. On est absolument. Ça sera, oui. Non, on n'est pas en streaming en live, mais tout est enregistré et on le mettra sur le site de la ville. D'accord. Effectivement, chacun pourra écouter oui, en podcast les on souhaite, conférences. mais pour élargir l'auditoire, mais aussi pour laisser des traces. Parce qu'on tient aussi beaucoup à cela, c'est-à-dire laisser des traces de tout ce chantier et de l'évolution de ce chantier. Donc oui, ça sera enregistré. Concernant le financement, vous n'avez pas abordé la notion de mécénat des particuliers de la ville d'Épinal, comme il avait été fait appel pour la restauration, par exemple, de la Vierge. Alors vous êtes arrivé en retard peut-être?
Vous êtes arrivé en retard? Non, mais j'en ai parlé. J'en ai parlé, et quand j'ai parlé du bienfaiteur qu'est la Fondation du patrimoine, puisque c'est la Fondation du patrimoine qui va lancer la souscription. Alors, la Fondation du patrimoine lancera la souscription une fois que la DRAC aura validé les travaux de Ricardo, et c'est à ce moment-là qu'on signera la convention et que la souscription pourra être lancée, spinalien, entreprise, amoureux de l'art, de l'architecture, etc. Oui, bien sûr. C'est une façon de contribuer à la rénovation et à la restauration de la basilique. Je regarde Ricardo parce que je n'ai pas la réponse. C'est lui qui a le moyen d'y arriver. Bon, c'est bien. Très bien. Messieurs, dames, je vous propose de clore la soirée ici, puisqu'on a épuisé peut-être l'assistance ou peut-être les orateurs. En tout cas, je voudrais avant de clôturer, je voudrais saluer Anne Malguir qui est présente ce soir. Anne Malguir, elle est chargée au sein du pôle culture et patrimoine du patrimoine de la ville. Elle s'est investie totalement depuis qu'elle a rejoint les équipes sur ce projet de restauration de la basilique. Malheureusement, elle a fait une petite chute en vélo il y a quelques semaines, mais néanmoins, elle a travaillé depuis chez elle pour préparer cette réunion. Elle a souhaité être là ce soir, donc je voulais la remercier. Voilà. Bravo. Et puis on vous donne évidemment rendez-vous, vous avez les dates qui sont là, 29 septembre, la semaine prochaine, description de l'église Saint-Maurice et regard d'artiste, ce sera à la fac de droit, c'est pas ici, mais même heure, 18h30, mais fac de droit. La semaine suivante, Saint-Maurice d'Épinal, 1000 ans d'histoire, toujours à la fac de droit, mais attention, c'est 19h. Et enfin, le 13 octobre, histoire et archéologie, par Myriam Dor de l'INRAP et Alexandre Lomont, encore une fois à la fac de droit, et à 18h30. Fabrice Henriot, Martine Troncard et Alexandre Lomont qui sont au comité de pilotage qui suivent le projet de restauration de la basilique.